Salut Elliot, comment tu vas? Salut Jackie, très très bien. Merci pour Merci. l'invitation en tout cas. Ouais, merci d'avoir accepté. Alors, est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter d'abord qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et aussi ton parcours jusqu'à aujourd'hui en quelques mots? Et bon, quelques mots, donc Elliot, je viens d'avoir 40 ans. Aujourd'hui, bah, je dirige une agence SEO, et puis j'interviens au sein d'un groupe sur la partie formation. Je suis co-organisateur d'un événement qui s'appelle le SEO Summit. Cette année a lieu le 14 octobre au Parc des Princes et bah, dans mon aventure, on a eu, une agence web, qu'on a transformée en agence de dev plus, agence de SEO. Par la suite, on a fait du e-commerce, on a également fait de l'édition de sites en plus gros volume. On a eu plusieurs e-com et après on est revenu avec une agence de plateforme de rédaction de contenu, puis, maintenant une agence d'automatisation, une agence SEO et l'organisation de l'événement, justement le SEO Summit. Donc on a eu pas mal de phases avec des hauts et des bas, on va dire. Super, alors je te vois beaucoup passer sur les réseaux, tu interviews beaucoup de gens. Aujourd'hui, on a la chance de t'avoir et de t'interviewer justement pour qu'on comprenne mieux ce que tu fais et ton parcours. Et tu as déjà, premièrement, bravo, tu as fait beaucoup de choses, tu as vu beaucoup de choses. Comment tu fais pour rester focus? Parce que là, je vois toute la liste d'entreprises que tu as créées. Comment tu fais pour garder ton focus ou est-ce que tu ne te focuses pas et tu essayes d'aller partout en même temps et tu arrives à développer tout en même temps? Comment ça se passe? Alors c'est souvent moi que vous voyez, à l'écran sur les posts LinkedIn and co, mais en réalité on est une équipe. Donc il y a plein de gens que vous ne voyez pas et que vous ne connaissez pas. Plus récemment, bah, sur les sauces humides, vous avez vu apparaître Lauriane, qui nous a beaucoup aidé et qui intervient physiquement sur les événements. Si vous bossez avec l'agence, bah, vous voyez Aline en gestion de projet et consulting SEO. Donc il y a Ghislain qui fait la partie dev, Alex que vous connaissez maintenant. On est une petite équipe et il y a d'autres gens que vous connaissez pas encore, mais il y a pas que moi. Et tu sais, alors quand tu cites des gens comme Oussama Hamar, tu es obligé de te protéger. C'est comme Sarkozy, tu sais, tu un peu les 2 mondes. J'aime bien sa version du focus, c'est que tu as 2 manières d'être focus. Soit tu es focus sur un seul projet, soit tu es focus sur des tâches ou sur des missions et ces missions, tu les appliques dans différents projets. Et moi, je suis plutôt alors d'une manière générale, je suis très mauvais en termes de focus. C'est-à-dire que je fais quand même beaucoup trop de choses, si tu veux, je m'intéresse à beaucoup trop de trucs. Mais, j'ai récemment appris à me focus et à lâcher aussi du lest en me disant que je pouvais pas tout gérer, je pouvais pas intervenir partout. Il y a des choses qui doivent se faire en parallèle de ce que je fais dans l'entreprise et j'ai pas, nécessité de le savoir ou de voir, ce qui s'y passe, voilà. Et ma manière de me focus, c'est plutôt de me dire: «J'ai des choses où je suis bon, des choses où je suis pas bon du tout». Typiquement, remplir un tableur, suivre un projet ou ce genre de truc, c'est pas du tout moi. Par contre, vendre, organiser, trouver des partenariats, avoir des idées, trouver des trucs de fou, ça ou tu vois, ou trouver un lieu de malade, c'est ça, je sais faire. Donc je préfère en fait sur chacune des missions me focus sur ces points-là et me dire, bah, dans l'équipe, sur les autres projets, bah, il y a quelqu'un qui complète où je suis pas bon en fait. OK, et franchement, c'est très intéressant parce que alors le but du podcast, c'est de parler du 1 à 10 et là, tu es déjà en plein dedans puisque tu délègues. Tu vois? Ça, c'est une notion que quand on démarre entre le 0 et 1, le fameux démarrage et trouver ton product market fit ou ton premier employé, tu délègues pas, en fait. Et là, tout de suite, on comprend que donc pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps, tu délègues. Et à partir de quand, justement, tu me parles notamment de la partie réseaux sociaux et tout le reste. À partir de quand tu as délégué et quand est-ce que tu as senti ce besoin-là et quand est-ce que tu as pu le faire? Alors quand est-ce que j'ai délégué? Bah, beaucoup trop tard déjà, c'est clair et net. On a délégué quand on avait l'agence, à l'époque on s'appelait donc Pub and Drive qui est le nom de la SARL, mais on c'était notre marque aussi et on avait une agence web, on faisait de la création de sites WordPress en 2012-2000, entre 2011 et 2014. Création de PrestaShop, de WordPress, tu vois? Des sites à 4 000 5 000 € et la PME est très contente et en fait, bon, on a commencé à déléguer, embaucher quand on pouvait plus, nous, quand on avait un planning, si tu veux, qui dépassait les 3 4 mois, quoi et que quand tu rentrais un client, le client, tu lui disais: «Bah, écoute, je vais te livrer dans 4 mois» et le mec te disait: «Bah, non, l'agence d'à côté, ils ont 2 mois de délai», quoi. Ouais. Donc en fait, tu peux te permettre des longs délais quand tu as un monopole. Aujourd'hui, il y a plus aucun service qui a du monopole ou c'est extrêmement rare. Donc si tu veux, à un moment donné, on s'est dit: «OK, il va falloir qu'on ait des qu'on embauche des gens et qu'on ait des personnes qui réalisent, qui produisent pour nous». Et si tu veux, bah, dans l'entreprise, tu as quand même, des grands services qui te montrent le fonctionnement d'une boîte, hein, tu as ton commerce, tu as ta production,
Tu as ton administratif, donc en fait, ce qui va faire ton recurring et que tes clients reviennent, hein, c'est un peu ton suivi et derrière, tu as ton légal, tout ce qui va être le juridique, les devis, la facturation et ces trucs-là, quoi et en gros, tu compiles avec ces 4 axes-là et tu commences à choisir de déléguer, tout ou partie de ces 4 grandes missions, de ces 4 grands services de l'entreprise et au début, bah, nous, on a commencé à déléguer tout simplement la production en se disant: «Bah, peut-être qu'on doit plus faire les sites». Pour ma part, moi, j'étais occupé en acquisition client, devis, signature et ainsi de suite. Alex, lui, était occupé sur la partie tech pure et dure. Est-ce qu'on doit passer sur d'autres CMS? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment il y a un problème sur un site? Comment on résout le souci? Le code, marche pas, tu vois? Les trucs comme ça. Alors Alex qui est Heu, ton associé, hein, je le précise parce que je crois pas que tu ouais l'aies dit, et je l'ai pas dit, pardon, je l'ai pas dit, Alexandre Machado, que vous voyez aussi sur les podcasts ou sur la chaîne ou à l'événement, qui est mon associé, historique depuis 2010, hein, sur la première société, puis maintenant avec CRL, qui lui a un profil purement, technique. Mmh. Tu vois, il s'éclate avec du N8N, avec les IA, il a fait du dev pendant très longtemps, donc plutôt le profil technique qui, encadrait les équipes sur la partie tech et en fait, on a délégué parce qu'on a été forcé de déléguer. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans une Mmh. démarche en fait, à l'époque, il faut comprendre un truc quand même, c'est qu'il y avait très peu de contenu sur l'entrepreneuriat. Le seul qui en parlait beaucoup, c'était encore une fois Oussama Hamar à l'époque, Ça, qui c'est dans qui les années 2010. 2010-2011, ouais. Ouais, OK. heu Ouais, et l'époque The Family. le tout début de The Family qui était hyper axé start-up, donc du coup, créer son produit, valider son offre et tout, c'était pas du tout adapté à une petite boîte, quoi. Donc il y avait une partie du discours, mais sinon, à part Oussama qui prenait la parole là-dessus, il y avait rien. Donc tu te démerdais, en fait. Moi, j'ai fait un profil école de commerce, donc j'avais des bases, j'avais des trucs, mais je suis jamais rentré dans une logique de me dire: «OK, c'est quoi le plan pour avoir une agence de 10 personnes?» par exemple. On l'a fait au fur et à mesure. Et je pense que pour grossir dans un business, il faut que le fondateur, tu l'appelles gérant, founder, CEO, je sais pas quoi, tu lui mets le nom que tu veux, il ait une des 2 missions qui soit la tech, soit le commerce. C'est-à-dire que soit il Mmh. vend, soit il est technique et il fait le produit, mais le fait de dire: «Je suis gérant, mais je suis pas vendeur et j'ai pas la tech, je vais prendre des ingés pour faire ma tech et je vais prendre des commerciaux pour vendre», je l'ai pas trop vu fonctionner comme modèle. Je dis pas que vous pouvez me sortir un exemple et dire: «Si, telle boîte, elle est devenue, a fait plusieurs milliards par an, en ayant ce modèle-là». Certainement, mais je veux dire, dans ce que je vois autour de moi, c'est plutôt un des fondateurs qui est bon sur l'un des 2. OK? Mmh mh. Et quand je dis commerce, hein, faire des posts LinkedIn, c'est du commerce, hein. C'est de l'acquisition. Donc c'est vraiment, l'acquisition au sens global du terme. Et nous, on n'avait pas de plan, on a fait des trucs au feeling au fur et à mesure. Il se trouve que, bah, ça a marché pendant très longtemps, on a bien fonctionné, mais on s'est pas dit, tu sais, après coup, quand tu racontes les histoires du storytelling, là, quand tu racontes après coup tes trucs, tu romances toujours un peu et tu te dis: «Mais si on avait un plan, on avait réfléchi, on avait fait ça». En fait, la majorité des gens ont pas réfléchi, ils ont fait le truc au feeling au fur et à mesure. Oui, c'est du Donc bullshit. ouais, complètement. Donc bah, on n'avait pas de plan, on s'est dit: «OK», on a eu un premier salarié, ça s'est bien passé. On continuait de l'avoir de l'acquisition, on s'est dit: «OK, bah, on peut faire 5 sites par mois, dès que j'en vends 5, j'en reprends un salarié». Tu vois? C'était un peu la logique, quoi. Et Mmh. puis petit à petit, on est arrivé comme ça à une agence de 7-8 personnes. Tu rajoutes toujours un alternant et un stagiaire ou 2 de temps en temps et puis il y a pas de ChatGPT et les IA à l'époque, il y avait encore des stagiaires. Et du coup, bah, tu as une agence qui a un fonctionnement qui tourne quand même assez bien avec du bis, quoi. Le tout étant de trouver un canal d'acquisition qui fonctionne assez bien. Et tu es arrivé, justement à ton maximum de personnes dans tes équipes à quand? Parce que disons que tu démarres dans les années 2010 à peu près, avec ton 2018, associé ouais. et donc tu as mis à peu près, voilà, 7-8 ans pour arriver, à peu près 10 personnes quoi, tu vois? Avec les stagiaires, les alternants, Oui, tout ce que oui, tu oui, oui, veux, dans ces totalement. eaux-là quoi. Stagiaire alternant, ça compte pas dans les Mmh. pour moi, hein, quand on veut vraiment c'est comme quand on parle de chiffre d'affaires et tout, Bien on sûr. compte pas les Mmh. stagiaires et les alternants, sinon c'est trop facile. Ouais, Heu, oui parce que sinon tu as des gens qui disent: «Oui, j'ai une agence de 20 personnes, mais ils ont qu'un stagiaire», tu vois? Et ça j'en connais, c'est très il y drôle. en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a Donc beaucoup, on en non, profite. on va dire une agence de 8-10 personnes, voilà, vraiment en Mmh. salariés contractualisés. Ouais. On a mis plus de Mmh. 5-6 ans, ouais. OK, mais moi je les compte quand même, hein, les alternants et les stagiaires, pas pour faire genre on est plus, mais c'est parce que, nécessairement, ça nécessite quand même plus de gestion au sein de l'entreprise. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est des gens que tu formes, des gens pour qui tu prends du temps et donc moi je les compte quand même, mais malgré tout, ça reste une équipe à gérer, c'est pas facile, il y a de l'humain et c'est l'une des choses les plus difficiles à gérer, je trouve. Tu sais, tu as déjà vu le mème, alors je connais pas le nom des acteurs où, tu dis: «Mais ouais, donne-moi ton chiffre d'affaires», bah 10 000. Non, non, ton vrai chiffre d'affaires, bah OK 8 000. Bon maintenant ta marge et en fait à la fin le gars il te dit: «Ouais je fais 15 K ou je fais 10 K», mais en fait il lui reste 1 000 balles de marge, quoi. Donc Ouais, tout c'est à fait, souvent bah, ça aussi où je fais très attention quand on parle de chiffre mmh, d'affaires ou de marge et de bénéfices,
Et quand on parle de structure, quoi, tu vois, effectivement, c'est normal d'avoir, quelques stagiaires, un alternant ou 2, mais c'est pas normal que ça se fasse la majorité de l'équipe, quoi. Ouais, non, non, c'est clair. Après, je comprends quand tu es 2-3 au début, forcément, bah, tu as potentiellement une majorité de gens, de ce type de profil. Mais quand tu commences à être, un certain nombre, vaut mieux que ça reste, en plus légalement, tu sais, tu as un nombre, Ouais, bien limité, sûr, de l'encadrement. stagiaires par entreprise. Tu as un pourcentage du nombre d'employés, mais tu as aussi le nombre d'alternants où tu es, tu vois, je crois que ton tuteur, il doit Tuteur pour n'avoir que 2 encadrer personnes. 3. Deux Ouais, 2 ou trois, c'est 3. ça, voilà. Mmh. Mais bon, il suffit que tu aies 3 salariés, en fait, tu Que déjà à ton 6 plus 3, quoi. C'est ça, sauf que ton tuteur, en vérité, il va à côté, il va pas produire. Alors que ton tuteur, il est là pour produire et pour, en tout cas, être performant. Il le sera plus, il sera moins, en tout cas, s'il a Mmh. du monde à gérer, quoi. Surtout des juniors, ils sont là enfin, pour moi, un alternance, c'est là aussi pour apprendre. Donc tu dois prendre du temps, du tuteur pour le faire. Tu disais que tu as délégué un peu trop tard, que tu as été forcé à déléguer parce que, bah, notamment la concurrence est rude, les gens livraient plus vite. Donc forcément, toi, à un moment donné, ton planning, il est plein, toi et ton associé. Quand est-ce que tu aurais dû déléguer déjà, à ton avis? À partir de quand? Et c'est-à-dire que avant que ce soit trop tard, c'est quoi le bon moment pour commencer à déléguer? Ou à recruter, disons? Ouais, c'est jamais trop tard de déléguer. C'est-à-dire qu'il y a jamais, et mieux vaut tard que jamais, hein, c'est jamais trop tard. Ouais, c'est clair. Et c'est toujours facile de refaire l'histoire après coup. J'aurais dû, j'aurais ceci, tu vois? Donc c'est délicat comme question, mais je pense qu'à partir du moment où on avait justement ce fameux product market fit, qu'on voyait que l'offre plaisait, qu'on avait une tendance vers le haut, le Mmh. fait de se dire: «OK, je prends un petit peu d'avance et au planning, j'ai l'impression que dans 2 mois, on sera quand même plein». Bah, on recrute quelqu'un maintenant, ce qui fait que ses premières productions se font moins dans la douleur et on peut l'accompagner. Il a plus de marge d'apprendre tranquillement que d'arriver, le premier jour, OK, tu as un WordPress à sortir, tu as 2 semaines, tu vois? Parce que Ouais. concrètement, quand tu es dans le rush, c'est ça qui se passe. Le salarié arrive, OK, on était en planning, normalement tu devrais le faire en 10 jours, je t'en donne 15 mais voilà quoi. C'est ça et puis même tu as le temps d'intégration, qu'ils connaissent tes Complètement. outils, tes méthodos, Ouais. ça, c'est pas facile, ça prend du temps mais par contre, il faut quand même doser. Tu sais, notamment, le risque que tu vas prendre parce que ça reste un investissement. Prendre un nouveau profil, ça a un coût et si tu es pas sûr de faire du chiffre, tu vois? Donc soit tu le fais trop tard parce que, bah, tu attends d'avoir le chiffre d'affaires qui arrive, sauf que c'est trop tard et il faut produire vite et ce sera pas toujours bien fait ou alors tu t'y prends trop en avance, mais tu as pas le chiffre qui arrive, tu vois? Faut vraiment trouver le bon dosage, Mais en méthode, les le 2, bon ouais, moment. mais les 2 s'expliquent. C'est-à-dire que tu peux toujours prendre le client, lui donner un délai et revenir sur ce que tu lui as dit après, en disant: «OK, on devait te livrer, je sais pas, dans 2 mois et demi, là, il y a un peu de retard sur le recrutement, machin, rajoute 2 semaines». C'est pas un drame dans un projet, si tu veux. Ça remet Non, pas bien en sûr. cause la confiance et tout, donc même si tu recrutes un peu tard, c'est pas un drame. Et quand tu recrutes en amont pour préparer ta croissance, tu prends effectivement, comme tu dis, ce risque, sachant qu'il y a des aides au recrutement maintenant. Il suffit de contacter ton chargé de projet chez France Travail. En tant qu'entreprise, vous avez un compte recruteur et vous avez toujours quelqu'un qui s'occupe de vous. Selon les régions, il est plus ou moins dispo, mais vous avez plein d'aides, qui peuvent vous permettre de recruter dans certaines conditions et de vous aider en tant que TPE à recruter, tu vois? OK, tu vois, ça, je le savais même pas. Ce Bah, par truc-là, exemple, tu as des trucs qui heureusement. s'appellent, alors les noms dépendent de chacune des régions et tout, mais tu en Mmh. as où, par exemple, pendant une semaine, le salarié peut venir en immersion dans ton entreprise et voir si tout se passe bien. Et OK. là, il est pas payé, il est encore payé par France Travail et par contre, tu as un accord avec eux pour le recruter à la fin. Mais déjà, quand tu as une personne qui vient 5 jours de suite dans ton entreprise, tu vois comment il réagit, tu vois si tu as envie de bosser avec, tu vois s'il s'investit, tu vois comment ça se passe avec les autres. C'est beaucoup plus facile que de couper une période d'essai, quoi. Mmh. Ouais, Tu c'est vois? vrai, c'est vrai. Donc en fait, en réalité, il y a plein d'aides, suffit d'aller se renseigner, suffit de demander et en fait, tu vois, je vais revenir encore à un truc, c'est le réseau. C'est-à-dire que on est dans le numérique, je sais que c'est super, c'est super enivrant et tout le monde le veut, hein. Je fais mes posts LinkedIn, j'ai une acquisition en automatique, personne ne me parle, pour acheter mon produit et je vends mon truc en ligne et j'ai jamais un client, qui vient me parler. Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part en fait. C'est la magie que vous vendent tous les mecs qui font des tunnels, des formations, des machins. Ça n'arrive pas. La réalité, c'est, le client veut vous avoir au téléphone, vous discutez avec lui et s'il a acquis votre confiance, il achète. Et en fait, ce mode de réseau fait que tu es obligé quand même de sortir et de voir d'autres gens pour rencontrer des clients. Tu vois? Tout ne se passe pas en ligne, hein. Tout le monde veut aller sur le canal, LinkedIn, YouTube et tout pour acquérir en ligne, mais tu peux très bien avoir une offre qui se souscrit en ligne, mais acquérir physiquement tes clients. Donc, bah, les conférences dans les CCI, interventions dans des clubs d'entreprise, les, DCF des dirigeants commerciaux de France, c'est un truc qui existe Mmh. partout. Il y en a plein qui ont des franchises un peu partout. Tu peux sortir. Et ben, il suffit de rencontrer, et souvent c'est par âge. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps vrai ce que je vais dire, mais quand tu en es à ton 1 et que tu vas vers 10,
globalement, tu es entre 20 et 35 ou 20 et 40 ans. Donc tu vas rencontrer des gens qui sont dans ta même tranche d'âge que toi, tu vas plus ou moins sympathiser avec eux et en fait, tu vas te passer les tuyaux. C'est-à-dire que tu te retrouves à avoir 5, 6 copains, qui ont le même profil que toi, tu vas bouffer avec eux tous les mois parce que à un moment donné, ça se passe comme ça peut se finir au golf où tu vas t'inscrire au golf et tu vas passer un moment de détente. C'est du réseau et du coup, ces petites astuces-là, tu vas les avoir comme ça. Notre responsable qui s'occupe à l'époque, puisque ça a changé depuis, je l'avais rencontrée parce qu'en fait, elle faisait la rue et elle allait voir une personne qui recrutait beaucoup, une société à côté qui s'appelle Berang. Son ancien dirigeant, qui lui avait 65 ans quand moi j'en avais 25 ou 26, on avait vraiment sympathisé et il lui a dit: «Bah, allez voir Elliott au bout de la rue parce qu'eux, je sais qu'ils recrutent un peu, ils vous connaissent pas». Parce qu'on en avait discuté 3 Mmh. jours avant et comment on en avait discuté? Parce que j'étais au bureau de l'association qui gère l'ensemble du parc d'activités. Donc tu as un parc d'activités où tu as plein d'entreprises industrielles et tu as une assoce qui se crée pour gérer la soirée de bienvenue, l'accueil des nouveaux membres, la vente des tu vois? Plein de sujets, et moi j'étais au bureau de ça et en fait, bah, Gilles m'avait renvoyé la nana de Pôle emploi, elle était de France Travail donc maintenant. Elle était venue et elle nous avait dit: «Bah, voilà toutes les aides que vous pouvez avoir, je peux vous accompagner là-dessus, là-dessus, là-dessus» et en fait, tu as un mini cabinet de recrutement à dispo, quoi. Mais vraiment, ils font vraiment le boulot. Ouais, c'est C'est-à-dire cool. que Mmh. ils te OK. ils te ils te pré-profilent les CV, ils te les transmettent, donc en fait, tu as toujours des petites aides, il faut aller fouiller tous ces trucs-là, quoi. Ouais, tu vois, faut savoir ou alors faut qu'on t'aiguille, c'est ça qui est difficile aussi, quoi. Et justement, j'ai 2 questions qui me viennent tout de suite là, c'est à partir de quand tu as su que tu avais atteint ton PMF et donc que tu pouvais, justement, commencer à recruter, scaler ou en tout cas à partir de quand tu as compris que ton produit allait fonctionner et qu'il y avait de l'attraction? En fait, tout le monde parle de product market fit et tout, donc pour dire ce que c'est qu'en gros, tout simplement, ton produit, il fit, avec le marché et tu as des À la demande du marché, quoi. ouais, exactement et tu as une acquisition, tu as des clients qui te demandent. Pour moi, il y a 3 niveaux quand même de ce truc-là. Il y a le niveau 1, bah, tu arrives à avoir des clients. Parce qu'en fait, Mmh. on résout le vrai problème d'offre, de création d'une offre et d'en faire une offre irrésistible avec le fait de mettre des excellents commerciaux. Mais pour moi, le commercial, il doit pas être excellent pour vendre ton offre. C'est-à-dire que s'il est excellent, si c'est un talent commercial, il va faire un chiffre de dingue. OK? Mais même s'il est un peu mauvais et que juste il doit essayer de vendre et qu'il a pas spécialement un talent à la vente, il doit arriver à vendre ton offre, tu vois? S'il y arrive pas, c'est que tu as un problème d'offre et d'offre irrésistible et donc déjà, tu as ce premier niveau-là, c'est de se dire: «OK, est-ce que déjà mon offre, il y a des gens qui veulent l'acheter?» Parce que tu peux te dire: «Ouais, je sais pas si tu connais la série Startup où, le mec il est à la caisse, il dit: «On va faire une appli où en fait tu rentres tes listes de courses, nin nin nin». Bah ouais, c'est le post-it. «Ah ouais, mais c'est vieux un post-it, c'est nul, on peut faire mon appli à 5 $ par mois». Et personne va te l'acheter ton appli à Et 5 c'est $. On achète Silicon des Valley, post-it. non? C'est Silicon Valley, pardon. Voilà, excuse-moi. Ouais. Ouais, ouais, c'est Silicon Valley et en fait, bah, non, les 10 000 post-it, ils valent 1 $ à vie et toi, tu veux une appli à 5 $ par mois, personne va te l'acheter, quoi. Donc Mmh. en fait, c'est déjà de valider qu'il y a des gens qui attendent ce besoin-là. Donc nous, dans le cas du site web, on n'a rien à inventer, c'était super basique, quoi et en fait, ton premier product market fit, faut pas trop se prendre la tête, faut regarder ce qui fonctionne et ce que les gens veulent, quoi. Voilà, bah, les gens, ils veulent des sites Mmh. internet. Voilà. La deuxième phase, c'est qu'en fait, valider qu'ils ont un atout commercial, c'est-à-dire que tu as trouvé quelque chose en termes d'acquisition qui fait que ton produit, il est plus poussé que ceux des concurrents. Moi, c'est que j'étais globalement présent partout, dans tous les réseaux de chaînes d'entreprise, on me voyait. Donc j'étais, quasiment, je sortais 4 ou 5 soirs, par semaine, OK. dès qu'il se passait quelque chose qui est lié à l'entrepreneuriat, j'y étais, voilà, on me voyait partout. Donc globalement, bah, dès que j'entendais quelqu'un qui parlait d'un site internet ou qui avait un besoin, on se passait le bouche à oreille, on me disait: «Bah, c'est Elliot, faut que tu ailles voir, quoi». Hein. OK. Et le troisième niveau pour moi, c'est quand tu as trouvé un truc encore plus incroyable, le vrai côté offre irrésistible où en fait les gens ils posent même plus 50 fois la question, ils te comparent plus avec tes concurrents, ils vont pas faire 50 devis, ils se disent: «C'est avec lui que je veux bosser» parce que c'est vraiment l'agence incroyable du truc, quoi, tu vois? Et Mmh. tu peux bosser sur tes 3 niveaux, mais tu es pas à l'aise de la même manière. Parce que quand tu as l'offre incroyable, bah, ouais, tu vois, tu as l'offre incroyable plus le réseau de distribution, les canaux d'acquisition, qui t'amènent du flux, bah, en fait, tu remplis ton agenda, quoi. En gros, pour le troisième exemple, en tout cas troisième niveau, ce serait, une offre donc, à la fois irrésistible, mais aussi que ta marque soit connue, j'imagine? Ouais, complètement. Nous, Mmh. typiquement, c'était des sites internet bien conçus, mais déjà référencés dans Google. OK. C'est-à-dire qu'en fait, on disait: «Nous, on t'intègre la presta SEO dans ton site» parce que de toute façon, une presta SEO qui se fait après la conception du site, c'est foireux. Mmh. Donc, Ouais. tu viens chez nous, tu as site internet plus SEO. Pour des gens, ça correspondait pas. Pour des gens, c'était trop cher, pas de problème. Si tu veux les prestats 2 en un et moi, je te conçois ton site. Tu vois, on avait fait le site d'une école de langue. Je lui avais livré avec toutes les déclinaisons en SEO géolocalisé avec sa fiche,
Google My Business et toutes les déclinaisons sur son site. Cours d'anglais Orléans, mais aussi cours d'anglais Saint-Jean-de-Bray, mais aussi cours espagnol Saint-Jean-de-Bray, et aussi cours d'italien Saint-Denis-en-Val, quoi, qui sont des villes à côté. Bah, en Mmh. fait, aucune agence web à l'époque ne te livrait un site avec déjà la stratégie SEO de fait. Par contre, chez nous, le site, il coûtait plus à la fin 3000 balles, il en coûtait 12 parce que tu avais tout inclus. Tu avais du backlink, tu avais ton contenu, on te livrait tout clé en main et tout. Donc en fait, c'était ça, tu voulais un site et faire du bis sur Google, à la livraison du site, bah, en fait, tu allais voir Elliott, quoi. Et justement là, ça j'enchaîne sur ma deuxième question parce que, tu en as parlé justement dans cette, 2e étape, en tout cas ce deuxième niveau. Tu parles de réseau. À ton avis, quelle a été l'incidence justement du réseau? Le fait d'avoir fait des clubs entrepreneurs, le fait d'avoir fait, des confs à la CCI, des choses comme ça. Comment ça t'a passé justement? Est-ce que ça t'a aidé au passage du 1 à 10? Ah, complètement. Ça m'a aidé sur l'aspect acquisition, parce que quand tu rencontres des gens, statistiquement, tu as beaucoup plus de chances de trouver des clients. Mais surtout, en fait, ce qui était super fort, c'est que j'y allais pas pour les clients, mais naturellement, tu en trouves, tu vois? Mais j'y allais vraiment pour le réseau de ce que les gens ont rencontré, des entrepreneurs, de gens qui avaient vraiment des choses à apprendre, tu vois? J'avais croisé à l'époque, c'était le fils de partenaire qu'une grosse agence d'intérim, ça a été des clients par la suite. Édouard Gobinet, par exemple, tu vois, pouvait discuter avec toi d'une stratégie de déploiement de 40 agences dans un pays. Il y avait plein de boîtes dans plein de sujets. Ça pouvait être aussi être un couvreur qui, lui, se demandait, bah, comment il allait foutre des flyers dans des boîtes aux lettres. Donc, tu avais vraiment tous les niveaux de logique et de discussion, mais tu avais quand même, tu vois, quand on allait à Udel, MEDEF ou on allait à la CGPME, par exemple, tu avais des très, très belles boîtes et tu avais des patrons de grands groupes comme la laiterie de Saint-Denis-de-Hôtel, par exemple, qui est un truc international, quoi. Donc, tu discutes un peu avec des gens de ton niveau ou pas de ton niveau, mais quand je dis niveau, c'est vraiment niveau d'entreprise en termes de chiffre d'affaires et nombre de salariés. Et tu Bien passes sûr. des caps. Moi, j'ai eu, quand on a commencé à recruter et tout, il y a un chef d'entreprise qui m'a dit: «Bah, viens discuter avec ma RH». Moi, j'ai une RH, elle est super. Viens, passer 1 heure, on avait été avec Alex, passer 1 heure avec elle, elle va vous expliquer deux trois trucs, comment ça fonctionne, les logiciels que vous utilisez, qu'il faut pas utiliser, ainsi de suite. Et en fait, ça te permet de passer des gaps beaucoup plus vite en étant un peu accompagné, quoi. Mmh. C'est un peu ce fameux coaching maintenant qu'on paye, mais en Oui. réalité, le coach, il peut se payer, le mentor, il se paye pas, d'après moi. Le mentor, c'est vraiment, tu as trouvé un feeling avec quelqu'un, lui, il prend plaisir à te passer son histoire et son expertise et comment il l'a vécu, et toi, tu en as besoin pour grandir, tu vois? Et ça s'achète pas, en fait. C'est pas, je paye 500 balles de l'heure et tu vas tout me donner, quoi. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc moi, ça m'a aidé beaucoup pour l'acquisition client, clairement, mais aussi OK. pour les différentes phases Ouais. de croissance de l'entreprise, quoi. Donc ouais, et ça, c'est tu vois, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup, négligé au tout début de ma carrière, disons, d'entrepreneur. Peut-être entre les années 2010 et 2015 au moins, où je m'étais toujours dit, bah, tu as expliqué, les 2 profils on va dire, tout à l'heure, tu sais, entre le Ouais. dev et le tech et le commercial, disons, le développeur, commercial. Moi, je suis plutôt, du côté du dev, et toujours un peu introverti, donc parce que ça me fatigue de voir les gens. Voilà, ça me fatigue. Ça me prend beaucoup d'énergie. Je le fais parce que j'ai pas le choix, et c'est de l'effort, et je me suis toujours dit: «Si j'ai un bon produit, les gens vont le connaître», tu vois? Mais ça, c'est l'erreur de base. C'est l'erreur de base de tout entrepreneur qui démarre, c'est de te dire: «Mon produit, il est bien, je le trouve parfait», parce qu'en plus, tu sais, tu vas le travailler très longtemps avant de le sortir. Ça, c'est l'autre erreur, qu'on Mmh. fait avant d'arriver au fameux 1, et donc bah, j'ai fait très peu de réseau, et c'est pas grave, maintenant je fais les efforts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je participe aussi à des clubs comme ça pour justement, croiser d'autres entrepreneurs de la même taille, on va dire, que moi, ou plus gros, qui vont pouvoir me donner leur expérience et leur retour des problématiques qu'ils ont déjà vues et vécues, que ce soit commercial, que ce soit, peu importe, tu vois, de développement, de structuration, et ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir croiser ces genres de personnes, et certes, tu peux payer, mais c'est pas il y a des gros, en fait, ils veulent des gens, tu pourras Ils s'en jamais fichent. atteindre même en payant. Oui, Voilà, c'est ça. ouais, En puis fait, ils tu ont pourras pas jamais les envie. atteindre en payant. Ouais. Alors qu'en Puis fait, si tu discutes, bah, je sais pas moi, autour d'un verre, ou, bah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, faire du réseau, ça prend du temps. 4-5 soirs par c'est semaine. très, très long. Oui, 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 c'est Tu très, l'as très dit, hein, long. tu Mmh. l'as dit. Moi, je limite un peu quand même, j'en fais en moyenne ça doit être 1 fois par semaine, je pense, en moyenne, tu vois? À peu près. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, et c'est fatigant, tu vois? Enfin, c'est vraiment fatigant, surtout j'aime pas voir du monde, hein, ça. Ça, tu vois, je pense qu'il y a un truc, par contre, c'est il faut pas se forcer, il faut faire ce qu'on aime faire. Alors toi, tu as pas d'associé, donc tu es un peu «obligé» entre guillemets, mais tu vois, Mmh. déjà le fait de dire que ça t'ennuie un peu de le faire, tu le fais forcément moins bien qu'il, moi, prenait beaucoup de plaisir à le faire. Ouais, non, c'est clair. Mais tu vois, par contre, j'adore le partage. C'est-à-dire que discuter avec d'autres entrepreneurs qui sont plus, tu vois, au début, disons, ou alors qui sont pas arrivés, tu vois, chez nous, on est 20, mais qui sont peut-être 5 salariés ou 10,
C'est plaisant de partager, de donner et ça, c'est vraiment bien. Ça, j'adore, pour le coup. Mais aller, tu sais, aller, faire, taper l'amitié, hein, comme on dit, avec d'autres entrepreneurs qui font, peut-être 10 fois plus de chiffre d'affaires que moi, histoire d'avoir tu vois, de prendre de son expérience, ça m'embête un peu. Tu vois, cette notion d'aller gratter, ça, j'ai du mal avec ça, mais alors qu'ils sont là pour, en fait, tu sais, ils sont là dans ces événements Ouais, pour c'est que ça, ça me aller plaît gratter aussi. parce qu'en fait, à la base, tu Oui. discutes pas du tout de ça. Et moi, là, quand je te parlais du coup de la RH, c'est vraiment, en allant déjeuner, un truc qui m'a dit: «Je peux vous aider sur quelque chose, dites-moi». Et on dit: «Bah, on n'ose Mmh pas t'en mh, mmh. parler». Il me dit: «Allez-y». Bien sûr, bien Là, sûr, sur le recrutement, on sait pas comment le prendre, mais il dit: bien «Bah, sûr. bien sûr, venez, demandez-moi». Il dit, et en fait, c'est des gens qui sont un peu dans une posture où la boîte roule toute seule. Dans cette Mmh. période-là, donc là, je parle quand même de 2000, de entre 2010-2015, tu avais encore des belles boîtes qui étaient plus loin que les 30 glorieuses, mais qui Oui. vivaient encore sur le bout des 30 glorieuses. Les subprimes venaient tout juste d'arriver. Genre, tu vois, il y avait pas de grosse crise majeure. En fait, c'est des mecs qui on peut pas dire qu'ils s'ennuyaient, mais la boîte tournait un peu tout seul. Ça tournait, quoi, Oui, oui, oui. donc en Mmh. fait, ils avaient un énorme plaisir, mais à partir du moment où tu vends ton temps en tant que coach ou mentor, tu es obligé de te coltiner tout le monde. Tu es obligé de te coltiner celui qui achète. Par contre, quand tu le fais par pur plaisir, bah, en fait, tu prends que les gens avec qui tu as du plaisir à échanger et que tu as envie de voir. C'est ça la grosse différence, en fait. Et tu as plein de gens, ils ont pas envie de vendre leur temps, ils veulent juste répondre aux questions. Et si ça matche bien avec toi et que tu as un bon échange, bah, ils t'accueillent avec grand plaisir, en fait. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on le croit. Ah non, carrément, carrément et tu vois, c'est tout bête, mais on m'a présenté quelqu'un qui est à la retraite, mais qui s'ennuie un peu et qui aime bien donner des conseils. Tu vois, le gars, il a géré, il a une boîte de 1000 personnes. Donc, à un moment donné, c'est quand même lourd et des gens qui veulent bien donner de leur temps de retraite, alors qu'ils pourraient être à la plage et être tranquilles. Ils veulent bien, tu vois, te voir, t'accueillir chez eux, te prendre par appel. Oui, mais quand tu es entrepreneur, C'est tu vraiment sais très bien. bien que tu finiras jamais à glander à la plage. Non, mais toi comme moi, tu Oui, non, mais arrives à attention, 70 non, balais, non, mais moi, je on va faire des trucs, donc oui, non, c'est sûr. Et du coup, tu as parlé justement là, tout à l'heure, tu as un truc très intéressant. Donc, on est d'accord, le réseau, il faut en faire, enfin, pour les gens comme moi, il faut se forcer un peu. Ça permet de partager quand même malgré tout, de faire de l'expérience. Ça, c'est bien, tu vois, aller aux events SEO. Tu vois, nous, on est SEO tous les deux, bon, même si c'est pas l'objet de la chaîne, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi à créer mon réseau, notamment tous les events SEO, notamment comme ceux que tu organises. Ça m'a permis, pas forcément de trouver des prospects ou c'est pas ce que je cherche, j'en ai trouvé beaucoup. Néanmoins, d'avoir, bah, de trouver des amis ou des gens sur qui tu peux compter, dans le métier au moins et tu vois, tu as une galère, tu as un nom de domaine, bah, tiens, tu vois, des noms de domaine, on s'est échangé des noms de domaine, des noms de domaine que j'ai pris à quelqu'un sans faire exprès parce qu'il l'a pas renouvelé. Il me le demande, je lui redonne. Ça reste, assez, bon enfant, donc ça, c'est bien. Ça se bon, de moins en moins peut-être, tu vois, c'était mieux peut-être dans les années 2010, c'était mieux avant, voilà. Néanmoins, c'est voilà, en tout cas, je conseille fortement d'aller dans les événements. SEO d'abord peut-être si lorsqu'on est SEO, mais dans notre métier à nous, ça peut vachement faire du réseau, d'aider, sur les problématiques qu'on a et ensuite d'aller dans les événements entrepreneurs. Il y en a plein, 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 même dans les petites villes. Moi, je suis à Caen et je sais que j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui ils vont à ouais 4-5 fois par semaine minimum, quoi. mais Tous oui, les mais soirs, ils sont dans un événement. Tous les soirs. toutes les entre les puis quand tu rentres dans l'un, tu es amené à d'autres, tu es happé parce que tu rencontres des gens qui disent: «Ah moi je suis à tel autre réseau, c'est cool, faudrait que tu viennes, nin nin nin», il peut te parler Exactement, en fait exactement, il et faut ouais. ouais, tu trouves ta place et tu vois, j'ai oublié de parler des branches professionnelles, mais les événements comme on fait le SEO Summit, donc vous, Linksgarden, vous êtes sponsor, vous êtes Mmh. partenaire, mais même si tu es consultant SEO dans une agence, c'est hyper pertinent pour ta carrière et ton job de venir parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Tu pourras rencontrer une future agence ou un freelance tout seul qui se dit: «Moi, j'aimerais bien être 2». Tu échanges bien avec lui quand il veut se lancer, tu peux être son premier salarié. Tu vois, il y a plein de trucs qui vont se créer comme Mmh. ça, qui du réseau, comme tu dis, Ouais. pas que du réseau entrepreneur, aussi du réseau branche métier, quoi. C'est ça et branche métier, je pense que c'est plus facile de démarrer parce qu'il y a une passion commune et ça, c'est vachement bien et d'ailleurs, tu vois, tu as parlé d'un groupe, tu sais, d'amis entrepreneurs avec qui tu peux échanger. Toi, tu as ça, toi? Oui, Vous on s'est aidez créé entre un vous, vous discutez, ouais, 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 alors j'en ai maintenant sur, faut vivre avec son temps. Bon, sur WhatsApp maintenant, j'ai pas mal de petits groupes où j'en groupe des gens par affinité et puis à l'époque, on était un petit groupe de, je sais pas, plus d'une dizaine d'entrepreneurs et souvent on allait bouffer, on s'échangeait, alors à l'époque, il y avait pas les on utilisait très peu WhatsApp, c'était même sur Skype, ils étaient pas trop de génération internet, donc du coup, on s'appelait, on faisait des SMS tout bêtement et on allait bouffer souvent ensemble, quoi. et vous échangez sur un peu de tout, j'imagine, Tout, j'ai une galère client, j'ai un problème de recrutement, certains, j'ai pris un prud'homme,
Sache qu'il y a ça et ça qui compte et ça et ça qui compte, OK, bah, tu vois, si ça te permet de le savoir, tout est pas beau, tout est pas rose. Au début, tu recrutes, tout est génial, c'est super, on est une grande famille. Puis en fait, tu vois que tout le monde a pas ce profil-là, quoi. Donc bah, ouais, échanger tous les problèmes, problèmes de trésor, problèmes de banque, quel est le bon banquier dans le coin qui comprend un peu quand tu lui parles d'entreprise, ah bah, va voir un tel, c'est plus simple. Nous, quand on s'est mis à acheter nos locaux, moi, j'avais sympathisé avec les équipes d'Orléans Métropole, qui a dû changer depuis, mais je connaissais bien la personne à l'urbanisme d'Orléans Métropole et aux locaux professionnels et en fait, je lui avais dit que je cherchais des locaux. Elle m'a appelé, elle me dit: «Ah, j'ai un transporteur qui a un énorme lot à vendre, il voudrait le diviser en plusieurs, toi, ça pourrait te convenir pour un lot». En fait, on a été visiter, elle nous a mis en relation avec 2 autres et en fait, les 3 lots, chacun a acheté un lot. Donc à côté, c'est Marc qui fait de la climatisation et pompe à chaleur. Au bout, c'est, Xavier, lui, qui fait de la filtration et en fait, bah, on a acheté le lot et en fait, c'est vrai qu'un lot tu vois un peu un transporteur de poids lourds qui doit garer ses poids lourds et tout dans la cour, tu as une énorme surface, quoi. Effectivement, trouver une entreprise, parce que c'est galère d'avoir une entreprise de transport, et trouver une boîte qui avait besoin d'autant de parking, autant c'était peu et en fait, à Mmh. 3 on avait vraiment ce besoin-là, quoi. OK. Tu prends un casino qui font de l'animation événementielle, ils avaient besoin de place, besoin de hangar et besoin de parking. Nous, on avait besoin de bureaux, ça correspond parfaitement et à côté, Ouais, quand une tu fais bonne de la synergie. Mmh. exactement et en fait, ça, je l'ai rencontré parce que, j'ai discuté avec la nana à l'époque j'ai perdu son prénom de l'agglo là, de la métropole, qui a pensé à moi au moment et qui m'a rappelé. Mmh. Bah, Ouais. tu peux pas juger de la plus-value de ce truc-là, mais j'aurais peut-être jamais trouvé des locaux comme ça, à l'époque. Est-ce que tu en fais toujours du réseau? Alors qu'on s'entende bien, autant qu'avant, 4-5 fois par Non, semaine? non, non, j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Si Parce je fais une que fois par mois, c'est le bout du monde maintenant. il y a quand même un truc que j'ai remarqué, tu vois, dans ces réseaux, c'est qu'il y a des gens qui sont piégés, tu vois? Mais piégés, au niveau du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire du réseau toute l'année, tout le temps, vraiment 4-5 soirs par semaine, pour pouvoir continuer à apporter du chiffre d'affaires et mais par contre, ils n'arrivent pas à faire de la croissance. Tu sais, ils sont limités. Typiquement, tu as des agences, bah, j'ai des agences web, dans Je vais te mon parler d'un cas après, ouais. autour de chez moi, qui sont limitées à, 200-300 000 € de CA, à l'année, voire 400 000. Allez, Mmh. ils sont 3-4 salariés et le gars, le patron, en fait, il fait tous les réseaux pour pouvoir apporter du chiffre. Sauf qu'en fait, à un moment donné, tu as plus de temps pour faire plus de croissance et il est obligé de continuer à le faire. Sinon, voilà, donc le réseau, c'est intéressant, mais il faut pas être moi, je trouve qu'il faut pas être prisonnier du truc et En de en trouver des d'autres leviers de croissance. en fait, le vrai Oui, sujet, c'est qu'il faut pas être monocanal en termes d'acquisition. tout à fait, ouais. Mmh. C'est juste ça. C'est-à-dire que, moi, j'ai beaucoup développé les réseaux sociaux en parallèle, donc je faisais beaucoup de réseaux, mais je faisais aussi des réseaux sociaux qui m'amenaient du client. On faisait beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. On faisait des petits événements sur la fin. Dans nos anciens locaux, on avait un beau petit jardinet où on faisait des conférences thématiques le soir à 15-20 personnes et chaque personne pouvait amener une personne, voilà et donc du coup, l'effet bouche à oreille faisait bah, qu'en fait, on n'avait pas que le réseau physique. Beaucoup venaient, 70 venaient du réseau physique et on avait 30 qui étaient de l'email, du bouche à oreille et du canal, réseaux sociaux, quoi. Référencement naturel aussi, notre fiche Google My Business, on a très longtemps été 1er, on a été très longtemps 1er en SEO. Il y a juste de l'Ads qu'on n'a jamais fait parce que le CPC à plus de 100 € déjà à l'époque, c'était très compliqué d'être rentable. Donc on avait déjà, 4 ou 5 canaux qui nous permettaient d'acquérir du monde, quoi. Mais il y a un autre piège dans lequel il faut pas se faire avoir pour les réseaux, c'est ce côté bouche à oreille où justement on te dit: «Bah, tu es mon copain, on se connaît, il faut que tu me fasses une remise». Donc tu t'en Mmh. sors plus, tu fais des remises à tour de bras à tout le monde et quand ça se passe mal, attention, je vais aller le dire dans tel réseau que tu es nul et du coup, tu es un peu piégé avec des clients qui pensent te tenir, tu vois? Ça rentre dans un truc malsain, Ouais, quoi. ouais. Donc Mmh. faut être assez à l'aise de dire: «Moi, j'ai un prix, si tu veux pas, moi, je le prendrai pas mal, va voir, d'autres, il y en a plein d'autres, Ouais, il y a aucun ouais, ouais. souci». Mmh mh, mmh. De pas faire des remises à tour de bras et surtout quand le gars te dit, bah, d'être, carré dans tes projets et quand un client te dit que ça se passe mal, c'est pas parce que forcément tu es mauvais. Ça peut, mais ça se peut aussi des fois que moi, le cas, par exemple, c'est le client, il a signé, il appelle le lendemain, 3 fois dans la journée pour être sûr que le site on a bien commencé à développer le site, quoi. Non, non, tu pas compris, il y a une date de livraison, ce que je fais entre cette date-là et la première réunion de livraison, ça te concerne pas, c'est mon problème, tu vas pas m'appeler. Mmh. Donc on a arrêté tout de suite. Il a été dire partout que qu'on était nuls, qu'on gérait mal les Ouais. clients, Mmh. blablabla, quoi. Oui, Bah, ça après, tu arrivera vois, ces forcément. gens-là, tu les remarques assez vite, même au sein des réseaux, le mec, il va se plaindre de tout le monde. Donc en fait, lui, tu sais Complètement. qu'il raconte de la merde. Et c'est souvent le cas, en fait, quand un client vient vers toi en disant: «L'autre agence est nulle, je vais bosser avec vous». Mmh. Souvent, je me dis: «Le problème est pas l'autre agence, c'est le client», quoi. Et comme on se connaît un peu tous, on s'appelle, on s'aperçoit en fait que oui, le gars, il a fait 20 demandes Oui, de il est devis pas à plein de sérieux, quoi. gens. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc Mmh.
Voilà, mais c'est juste le petit piège réseau auquel moi j'ai failli tomber et je l'avais pas prévu. On s'en est toujours débrouillé, mais il faut faire attention. Si on le sait en amont, c'est toujours mieux. Et de toute façon, c'est une règle universelle, et on parlera de recrutement peut-être tout à l'heure, même sur les recrutements, ne jamais être au pied du mur. Toujours doubler tes recrutements quand tu as des postes stratégiques et surtout, en acquisition, jamais un seul canal. Même Google, quand tu fais du SEO, tu n'es jamais dépendant du SEO Google, quoi. Ouais. Après, doubler tes postes, sur les trucs stratégiques, il faut avoir les moyens, tu vois? Parce que tu passes, enfin, quand tu démarres en tout cas, tu es 2, disons, vous êtes 2 associés, prendre 2 profils, Ouais, quand je dis stratégique, c'est ton 1er salarié qui fait de la prod, c'est pas forcément un truc hyper stratégique. Quand je te dis OK. stratégique, Mmh. ça va être un poste d'encadrement, Mmh. un poste où tu sais que tu peux pas t'en passer. Et quand je dis doubler, ça peut être très bien, les 2 ou 3 premiers mois où tu peux avant d'entamer, un renouvellement de CDD ou un CDI, tu peux dire: «Bah, on est très clair, vous êtes 2 en CDD sur tel poste, j'ai besoin d'un seul profil, je Mmh. prendrai celle avec qui ça se passe le mieux ou celui avec qui ça se passe le mieux». Et du moment que c'est carré d'avant et que tu fais pas travailler 2 personnes en concurrence pour n'en garder qu'une sans avoir prévenu personne, là, c'est dégueulasse. Là, c'est un truc organisé, je te dis, mais quand tu as vraiment besoin de profils, tu vois, nous, par exemple, sur les téléprospecteurs, on en a bon, c'est un gros poste chez nous, on en a Oui. toujours pris un de plus que ce qu'on avait réellement besoin. Et ça OK. nous a toujours donné raison parce qu'en fait, il y en avait un qui arrêtait avant. Mmh. Et en réalité, bon, on se retrouvait avec le bon nom, mais c'était très clair dès le départ en disant: «Nous, à tant de mois, le job, c'est que deux personnes». Mais comme on se fait souvent planter, que c'est un job pas facile, faut être très clair et franc, voilà. Donc si tu veux, faut pas avoir se dire, «Je suis malhonnête, je suis un méchant, je suis machin». C'est: «Quel est le mieux pour mon entreprise?» Mon entreprise a absolument besoin de ce job pour que ça se passe bien. Bah, comment je me fais pas planter, en fait? Justement, en parlant de recrutement, c'est quoi l'ordre que tu conseillerais quand tu démarres? C'est quoi ton premier recrutement? Parce que tu disais que les téléprospecteurs, pour toi, c'est clé dans le sens où tu en as 2, enfin, tu en prends 2. Alors peut-être parce que le métier est plus difficile et donc tu as peut-être du turnover. Néanmoins, c'est quoi l'ordre de recrutement que tu conseillerais? Moi, ce que je conseillerais en premier, c'est commencer par de la prod, des gens qui ramènent du chiffre d'affaires, clairement, qui quand je dis ramener, c'est qu'ils produisent du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, Voilà, ouais. tu Mmh. as ton carnet de commandes, tu as des sites à faire, bah, voilà, je veux dire, c'est assez simple à calculer, tu prends un développeur, il te fait tant de sites par mois, il coûte tant, il a rapporté tant. C'est tu vois? Je veux dire, Mmh. sur le papier, tu perds pas d'argent, quoi. Tu prends un risque assez moyen. Il faut juste le tunnel d'acquisition pour rentrer, tu vois? Mais moi, sur les premiers jobs, j'irai pas me c'est-à-dire que s'il y a des choses où tu sais pas trop si tu as un ROI ou si tu sais pas trop, prends un freelance. Tu vois? Par exemple, monter des vidéos, faire de la com, faire des plaquettes, des logos, des trucs, écrire des posts LinkedIn par exemple, tout ça, si tu es pas sûr du ROI, commence par un freelance, toujours en étant clair, en disant: «Je sais pas si j'ai un besoin à 3 ou à 10 mois, voilà le truc». Mais au moins quand tu prends des gens pour de la production, un, ça se calcule plus facilement et puis 2, moi je trouve que c'est quand même plus simple de recruter là-dessus. Et puis petit à petit, tu montes sur des jobs plus d'encadrement, voire des fonctions support qui ont pas forcément une rémunération directe Mmh. parce que en fait, ta production génère plus de marge que tu peux réinvestir dans ce que j'appelle du confort. Te payer une personne administrative ou une RH ou une comptable, c'est du confort. Mais il y a OK. beaucoup de tâches que tu peux faire, en fait. Ouais, tout à fait. Et toi, en fait, quand tu dis que tu recrutes d'abord quelqu'un pour faire de la production, donc pour produire, ça veut dire que tu considères que le rôle d'un entrepreneur, tu vois, c'est pas de produire? Au début, en tout cas, ou peu importe, mais à un moment donné, c'est plus son rôle ou c'est pas son rôle, c'est quoi ton avis Alors, dessus? moi, c'est différent. Alors, en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre ton raisonnement en mode: «Est-ce que tu es producteur ou est-ce que tu es commercial?» Déjà, première question, toi, tu es plutôt un producteur, moi, je suis plutôt un commercial. Mmh. Donc moi, la chance, c'est que j'étais associé avec un producteur. Donc Mmh. si je ramenais les sites, Alex pouvait les faire, mais à un moment donné, il était saturé, tu vois? Mmh. Mmh mh. Mais je veux dire, moi, je me positionnais dans la place où je savais que j'avais tu vois? Je sortais, les gens, ils me parlaient, tu croises des personnes. À l'époque, tu faisais ce qu'on appelle maintenant du nurturing, qui est plus compliqué à faire en ligne, mais en fait, je le faisais en physique. «Ah oui, on a bientôt un projet de site web, je te ferai passer le cahier des charges», tu l'apprends 3 mois avant, tu sais dans ta tête que 3 mois, tu as tel truc, OK, je sais Mmh. à peu près que dans 3 mois, j'ai à peu près 20 ou 30 000 qui tombent de CA. Parce que tu vois un peu ton planning sans et encore une fois, hein, je l'avais pas, physiquement, je me notais sur un petit carnet. Il y a une personne connue sur Orléans qui avait un petit carnet et dès qu'elle entend parler de quelqu'un, elle note sur son carnet. «Ah, tu m'as dit qui? OK. Un tel de telle boîte? OK, très bien». Elle le fait très à l'aise devant toi, machin, Ouais, c'est donc fou ça, hein, parce enfin, et moi, je mais peux ça pas, passe tu tr vois? «Dis, ah, tu me parles de qui? Bah, je le connais pas. Bah, je vais le contacter pour apprendre, savoir un peu plus». OK, très bien et en Ah fait, ouais, OK. donc elle Pourquoi pas, appelait: hein, «Oui, mais j'ai entendu parler de vous à telle soirée, moi, c'est ça parce comme telle métier». personne, tu vois? Et puis tu ouais, Ouais, c'est, moi je peux pas moi, ouais, pour le coup, je peux pas. J'en ai ça connu, hein, des gens comme ça et c'est vrai ouais. que
Je sais pas, ça fait arriviste, quoi. Enfin, je sais pas. C'est bon, chacun son style après. Chacun son style et chacun sa limite de ce Mmh. qui fait requin ou pas, tu vois? C'est Bien un peu sûr, le bien sûr, bien sûr. moi ça me choque pas Mmh. par exemple de dire au pire, il appelle une personne qui en a rien à fiche. Alors c'est différent d'appeler en disant: «Oui, Jackie m'a fortement recommandé de vous appeler», alors que tu as juste cité son Non, nom, tu vois? bien sûr, non, Mais non. juste de dire: «Ouais, j'ai en Mmh. discutant avec Jackie, il m'a parlé de vous, je vous connaissais pas, est-ce que vous auriez tel Mmh. besoin dans tel truc?» C'est pas méchant, Ouais, tu ouais. vois, comme appel. Mais en Oui, fait, non, c'est ça, non, bien sûr. si tu es producteur, tu as besoin de quelqu'un qui te ramène du business, d'accord? Mmh. Et si, tu es commercial, tu as besoin de quelqu'un qui fait ta prod. Ouais. C'est acquisition prod et dans la quand tu vas scaler, il faut absolument que ta ton acquisition et ta prod soient au même niveau. Dès que tu commences à avoir, un décalage, c'est là que tes fonctions support interviennent et qu'il te faut Mmh. soit quelqu'un qui va limiter ton churn, donc c'est-à-dire qui va absolument refaire, rebuild tes clients, repartir sur des prestats ou rester dans la presta et que tu auras des problèmes de facturation, de factures qui se payent assez loin, qui sont mal payées, machin, qu'il faudra quelqu'un qui fasse de la relance, par exemple. J'ai une question, un peu piège quand même ou pas, mais, est-ce que pour toi, c'était mieux quand vous étiez que 2? Est-ce que c'était plus facile, plus simple ou plus rapide? C'était quoi le ou est-ce que c'est mieux aujourd'hui? C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées, en scalant? Tu vois? Que ce soit en termes de taille d'équipe ou même de chiffre d'affaires, du nombre de clients, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Et c'était mieux avant ou pas? En fait, c'est 2 mondes différents. Moi, je pense que ça dépend de ton objectif vraiment, de comment tu es à l'aise. Avant, on était 2, c'était pépère tranquille, Mmh. j'avais la chance aussi d'avoir plus de business que ce qu'on pouvait produire. Je OK. ramenais le business, on faisait les sites web machin et on passait au second et ainsi de suite et voilà. Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit: «Ouais, je me vois pas faire ça à 80 balais, quoi». Je me suis Mmh. dit: «Bah, en fait, j'ai quoi? Je valorise rien, je valorise pas d'activité, mon portefeuille de clients, il vaut rien, il est volatile, c'est lié à moi et à mon nom». Si demain j'arrête de sortir dans les réseaux, je ramène plus autant. Donc tu vois, il y avait ce truc-là et puis tu bosses Mmh. beaucoup quand même, hein, faut pas se leurrer, Ouais, non, c'est Alex, combien de sites web il a fini à 2-3 heures du matin et à 9 heures on montrait aux clients ou un truc comme ça, mmh, tu vois? mmh, mmh, Donc c'est beaucoup de boulot et tu personne sur qui le passer. Tu pas de «sauveur» entre guillemets dans le sens où tu te dis: «Bon là, j'en peux vraiment plus, il faut que quelqu'un finisse sa presta pour moi», c'est plutôt dans l'autre sens, c'est plutôt le salarié y arrive pas, il te refile le job, il faut que tu finisses pour lui, quoi. Donc je pense que les 2 ont des problèmes et maintenant les problèmes c'est d'autres problèmes, c'est des problèmes de recrutement, d'une personne malade, d'un poste qui est pas là, d'une personne qui te dit: «Ouais, moi j'ai pas envie de faire telle tâche, c'est pas pour ça que j'ai été embauché, ça m'ennuie» ou de mmh. gens qui veulent, qui ont des problèmes dans leur vie perso et ça répercute sur le boulot. Des problèmes tout bêtes, tu vois? Je prends un exemple tout con, bah, on a mis la clim à 25, il y en a une qui veut la clim à 30 et l'autre à 20. Voilà, donc tu règles ce problème-là, en fait. Oui, C'est oui. tout bête, hein, mais Ouais, mais ouais, les enjeux et c'est plus les mêmes, tu vois? Quand tu es 2, c'est plus facile à t'entendre. C'est comme, moi j'aime bien toujours prendre l'exemple de la salle de classe. Tu auras toujours des gens qui veulent ouvrir la fenêtre, d'autres fermer la fenêtre. Donc complètement. forcément, il faut le vivre ensemble n'est pas facile. Il y a ça crée des problèmes, mais ça crée aussi, tu vois, des belles choses, en équipe, quoi. C'est Oui, ça qui oui, est oui, bien non, aussi. mais c'est pas les mêmes choses. Donc en fait, ça dépend de Tout à fait, ouais. toi. Moi, je préfère arriver à avoir 15 personnes dans la pièce. Mmh mh. On a plusieurs pièces, mais je veux dire 15 personnes dans l'agence et de me Ouais, dire: «OK, je vais être un peu moi le déboucheur de tuyaux des gens et quand il y a un problème, ils m'appellent, on regarde». ouais, le Heu, facilitateur. Mmh. voilà, que de me dire: «J'arrive, OK, je dois faire, 3 audits cette semaine et si je veux Mmh. manger à la fin du mois, il faut que je les ai pondus mes 3 audits». Tu vois? Mais Ouais. ça va avec les personnes, c'est-à-dire qu'aussi à un moment donné, j'avais perdu la passion de faire les audits, quoi. J'avais plus envie de produire, je m'y retrouvais plus, machin. Par contre, dire: «Tu vas recruter, tu vas former, tu vas accompagner et demain, il faut que les personnes, elles soient aussi bonnes que toi en SEO», là, j'avais trouvé un truc. Tu vois? Là, j'avais trouvé une mission, quelque chose, quoi. Donc il faut que ça te corresponde à toi. Tu vois, si je parle d'Alex typiquement, il a plus de mal à faire de l'encadrement et tout, du RH, Mmh. tu vois? Mais même moi de l'administratif m'ennuie au plus haut point et en plus je suis pas bon. Je te livre les feuilles dans tous les sens, tu vois ce que je veux dire? Là typiquement on refait l'audit de renouvellement de Calliope, tu sais quand tu organises de formation doit te renouveler. Mmh. Bah, il y a une personne, qui gère ça, magnifiquement bien parce que, Mike qui gère ça, aux petits oignons et moi je suis complètement nul là-dedans. Je vais arriver avec un dossier, il y en aura partout, le mec va me demander des papiers, je ne saurais pas où c'est, parce que c'est pas mon je sais pas faire. Par contre, réunir le top des formateurs du moment, en une journée exceptionnelle avec un programme où tu as forcément envie d'acheter parce que tu te dis: «Waouh, putain, c'est la formation que je veux faire», ça je sais faire. Alors tu vois, tu as mis le point sur le doigt sur quelque chose qui est très important, c'est la zone de génie de chacun. Toi, ta zone de génie, c'est de faire de l'acquisition, en tout cas de mettre en confiance le client, de closer, admettons. Par contre, à côté, il y a des choses que tu aimes pas faire et que tu feras pas et que tu as déléguées. Et je suis pas bon dedans. C'est-à-dire qu'au-delà de pas aimer, c'est que Bien même sûr. si je veux m'y mettre, Oui, je oui, non, suis mais pas ça bon, je suis un nul, ouais. je suis nul Ouais, quoi, tu ouais, vois? ouais. Mmh et c'est ça qui est intéressant, c'est que le fait de déléguer, toute cette partie-là, ça te permet toi d'être meilleur encore
et de faire enfin déjà ce que tu aimes faire, Mmh. mais là où tu es bon et ça, c'est Je vraiment très important. j'en reviens à mon focus de tout à l'heure où je suis bon dans quelques trucs, Mmh. chaque projet, chaque marque en a besoin. Je me focus à faire ça sur la marque. Il y a des trucs où je sais que je suis pas bon, il faut que quelqu'un le fasse, tu vois? Mmh. Mais ce qui m'empêche pas, si on prend l'outil Youda par exemple, il a fallu quelqu'un pour faire du SAV et du client, le temps qu'on soit en train de développer le nouvel outil. Au début, on savait pas trop ce qu'on voulait faire et tout. J'ai fait le rôle, mais Bien je vois sûr, bien que j'ai pas été bon avec les clients qui ont eu un problème parce que mais au moins pas tu de étais là. SAV. Ouais, Oui, ouais. j'étais là, je répondais, mais mais Mmh. mais je l'ai fait pour supporter la marque et parce que j'ai envie que Mmh. la marque elle vive et que l'outil aille, mais je vois bien que je suis pas la bonne Mmh. personne là-dedans. J'ai pas Ouais. d'empathie, je suis nul, je réponds pas ce qu'il faut, je suis pas aimable. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Donc je vois bien que déjà si je veux Ouais. développer mon truc, il me faut un poste stratégique. C'est quelqu'un Mmh. qui a l'amour du client, pas l'amour du client, mais tu sais, il y a des gens, ils sont nés pour ça, ils ont envie d'aider les autres. Bah, un poste de SAV, c'est Mmh. ça, c'est quelqu'un qui a envie de t'aider avec ton problème. Moi, c'est pas mon cas, quoi. Mais je sais faire plein d'autres choses, je sais le vendre, Alors mais ouais, mais ouais, tu vois, tu es peut-être pas bon sur cette tâche-là, mais tu t'y es mis. C'est-à-dire que moi, il y a un terme vraiment que j'adore, c'est d'être, quand tu es entrepreneur, c'est d'être le dernier rempart. Ça, c'est un truc que j'adore, c'est qu'en mmh, en vérité, à la fin de la journée, il y a plus que toi et s'il y a un problème, c'est à toi de le gérer et donc même si c'est un truc où tu aimes pas faire ou où tu es mauvais, tu es obligé de le de le faire, en fait et tu vas te débrouiller et ça, c'est pour moi une force qui est nécessaire quand tu commences à scaler. Quand tu commences à recruter des gens et cetera, il faut te dire que à un moment donné, la personne que tu as recrutée, elle sera forte, sur les sujets sur lesquels tu l'as recrutée et s'il y a des choses qu'elle peut pas faire, qu'elle ne sait pas faire, c'est à toi de le faire. Malgré tout, c'est à toi de te former, c'est à toi de le faire et c'est pour ça que d'ailleurs toi ce que tu ne dis pas, c'est que, Alex, certes, il est tech, mais toi aussi enfin, tu as quand même un côté où tu te formes parce qu'on s'est croisés dans des formations, SEO, des formations très tech quand même malgré tout. mmh. Peut-être que tu dev pas, mais tu as quand même un côté très tech, qui est très intéressant donc pour closer, pour discuter avec les gens. Tu sais, tu es pas juste le commercial quoi, tu es pas, tu as Non, je suis aussi le pas côté où Jean-Claude tu sais ce que Convenant. tu vends. Oui, Tu oui, sais ce que tu vends. complètement et j'aime ça, j'aime comprendre, les choses, Mmh. mais je vois bien que la tech, je suis très, très limité, je suis pas développeur et tout, mais par contre, j'ai une envie de comprendre parce que je suis curieux, parce que je veux et ce que tu disais est important, c'est on est le dernier rempart, mais Ouais. c'est pas pour autant que ça doit être une fatalité. C'est-à-dire que si tu te retrouves tout le temps à faire, je te dis de la facturation en fin de mois, bah, Mmh. en fait, est-ce que tu peux pas te trouver une freelance ou un freelance qui vient une journée en bureautique chez toi ou qui est Bien en sûr. à distanciel et qui te fera cette tâche-là? Mais quand elle est malade ou au début, si tu as pas de quoi la payer ou que tu génères pas assez de production et souvent quand tu as pas de quoi à payer ce genre de charge, c'est qu'au début, tu as mal calculé ton prix. Ouais, il y a ça aussi où Ouais, les gens non, disent: «Je ne bien peux sûr. pas déléguer». Mmh. Le vrai souci, c'est pas: «Je ne peux pas déléguer», c'est que mon offre ne tire pas assez de marge et quand je te parlais du produit market fit, au deuxième niveau, qui était de dire: Mmh. «Tu peux faire fonctionner ton offre et ton produit avec une équipe». Mais faut y Et penser, tu vois? faut y Déléguer, penser faut y dessus. penser. Faut y penser parce que tu vois, typiquement, c'est quelque chose que moi j'avais pas fait. Une assistante, tu sais, une assistance de direction à distance, Mmh mh. en Mmh mh. freelance, je l'ai pas fait, je l'ai fait tard. Je l'ai fait très tard parce que justement dans mes réseaux, on m'a dit: «Tiens, au fait, pourquoi tu fais pas ça?» C'est un conseil qu'on m'a donné parce que je savais même pas que ça existait et donc je me suis débarrassé d'une problématique que moi je résolvais parce qu'il y avait que moi qui pour le faire à ce moment-là en tout cas. Tu sais, le rapprochement des pièces comptables, aller chercher sur, ta facture téléphonique sur Orange et tout. Enfer. Je le faisais et tu vois, pendant longtemps, peut-être jusqu'à ouais, les 2 dernières a enfin, jusqu'à il y a 2 ans, je le faisais encore et donc là, bah, maintenant j'ai le truc, mais parce qu'on me l'a dit, mais faut le savoir, faut le savoir. Et on est d'accord que ta valeur ajoutée de faire ça, le seul problème, ça Oui. retombe sur toi juste parce que c'est toi qui as les accès à tous les comptes. Oui, il y a Mais ça aussi, mais tu sais, parfois, tu recrutes des gens pour la prod. Ils sont là pour produire. Tu peux pas leur dire d'aller, balayer, c'est pas possible, tu vois? Donc aller chercher des factures Orange, c'est pas tous les profils qui sont à même de le faire. C'est pas tous les profils qui peuvent le faire et c'est pas les postes et tu les as pas recrutés pour ça et donc tu le fais, tu vois? Et petit à petit, tu vas, déléguer tous ces petits trucs, que ce soit un freelance ou en interne, peu importe, mais l'objectif, c'est de pour moi, hein, c'est vraiment de déléguer toutes ces tâches où toi, enfin, tu es pas bon en tant que chef d'entreprise. Après, si tu es très bon pour tout ça, fais-le, mais c'est pas moi, ma valeur ajoutée, elle est pas là, quoi. Il y a un autre truc que tu as dit qui est très intéressant. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que, quand vous étiez que 2, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai analysé, c'est que l'une des choses qui a fait que tu as voulu scaler et donc passer de 1 à 10, c'était parce que tu voulais valoriser ta société et tu sais, ne plus faire exactement la même chose pendant, X mmh, années mmh. et surtout de pouvoir la valoriser, créer une marque, créer un asset et c'est aussi une des raisons importantes. Lorsque tu es freelance ou lorsque tu es, entrepreneur et que, tu démarres, tu as ton produit, tu fais peut-être 100 000-150 000 de CA à l'année, tu es tout seul,
c'est classique, hein. Mais si tu veux, partir, plus tard, enfin, tu vois, 80 ans, 70 ans, partir à la retraite, que tu veux vendre ton entreprise, effectivement, bah, quand tu étais tout seul, il y a pas de valeur, en fait. C'est tu f tu allez 50 du CA de l'année, même pas, tu vois? 1 EBE ou 2, c'est pas fou. Mais quand tu crées une équipe, oui, ça valorise un peu plus ton travail. Donc, en gros, là où je veux en venir, c'est est-ce que ça a été, pour toi une motivation, tu vois? Le fait de créer ta marque pour passer, à plus de personnes dans ton équipe, de scaler? En fait, ouais, complètement. Ça a été un début d'objectif parce qu'au début, quand j'ai échangé avec tous ces chefs d'entreprise et tout, ils me disaient: «Mais c'est quoi ton plan?» Et tu vois, j'avais du mal à répondre. Mmh. «J'ai pas de plan, de quoi tu me parles?» Je me lève le matin, j'essaie de trouver des clients, je vais Et survivre, le plan, c'est survivre. voilà, j'essaie au jour le jour. Il me disait: «Non, il te faut un plan», Mmh. et quand tu écoutes les mecs qui ont un peu réussi, qui partagent, que ça soit Guillaume Ouais. Maubèche, je prononce bien, Goubèche, ouais. ou ouais, je sais pas ce qui mais il tient assez ses propos là, Marcus, le mec qui est à Dubaï, qui fait de la loc de bagnole. Il a l'air d'avoir pas mal de marge là-dedans. Il disait: «Ouais, j'avais un plan». Effectivement, moi, j'en avais pas du tout de plan. Ouais, ouais, et le plan, c'est un truc de fou parce que moi non plus, j'en avais pas. Tu vois, dans les années 2010, je vivais au jour le jour. Je faisais tu vois, j'étais content de signer des contrats, j'étais content de pouvoir vivre et de survivre, hein, parce que ça marchait pas bien, parce que j'étais pas commercial. Mais le plan, c'est un truc de fou parce que tu te dis: «Bah, voilà, dans 10 ans, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif?» Et tu remontes en arrière. Tu te dis: «Bah, 10 ans, OK, à 5 ans, je veux quoi? À 2 ans, à 1 an et puis à 6 mois», et petit à petit, tu te crées ton chemin. Très probablement que tu le Oui, oui, suivras pas complètement, mais au moins tu vas avancer plus qu'à quelqu'un qui n'a pas de plan, et ça, complètement, je l'ai su que très tard, et et ça, tu vas c'est ça ouais. fait la différence. Et tu vas t'apercevoir de choses. Nous, on était partis de la retraite, mais il dit: «OK, il te faudra des locaux à louer, donc faut que tu Mmh. commences à faire de l'immobilier», et il m'avait dit: «En plus, tu as une agence qui commence à bien tourner, mais tu es locataire». Mais tu «Mais malade d'être locataire, sois propriétaire, achète». Donc du coup, alors tout s'était un peu bien goupillé. On s'est dit: «Ah, on achèterait bien nos locaux, il y en a marre de payer un loyer», et le prix du loyer était le prix d'un prêt pour un bâtiment à Ouais, 300 000-400 000 en fait. Et ouais, ouais, ici à ouais. Orléans, pour 300 000-400 000, tu as un truc énorme, quoi. Bon, Mmh. énorme, tu as largement de quoi loger une agence web, plus une agence d'événements. On logeait tout si tu veux. Et on Mmh. s'est dit: «Bah, OK, on fait ça». Et donc du coup, ce premier plan, c'est dire: «OK, j'ai mes locaux, je les loue». Donc déjà, bah, j'ai une charge fixe dans mon agence qui va m'autofinancer mes loyers, et moi, je suis propriétaire du bâti en SCI, et en fait, au bout de 15 ans, je suis propriétaire de mes locaux, quoi. Donc déjà, c'est un premier gap d'atteint. Ça fera pas toute ta retraite, mais déjà, tu en as fait un, voilà, et tout. Et encore, moi, je me suis pris assez tard, mais ça, tu peux le faire assez rapidement. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu fais du chiffre d'affaires, tu as pas mal de choses qui se débloquent si tu connais les mécanismes, comme racheter un de tes fournisseurs. Tu vois? J'achète beaucoup à tel fournisseur, bah, tu sais quoi? Essaie de chercher une boîte qui fait la même chose dans le coin, parce que quitte à payer, autant que tu payes pour un truc qui t'appartienne, tu vois? Et avec l'effet de levier, de toute façon, l'argent va revenir, ça va te coûter zéro, tu auras acquis une boîte pour rien et tu pourras la développer. Donc, il y a des petits mécanismes comme ça. Moi, j'avais pas de plan, on a commencé à créer un plan, et c'est là que je me suis dit: «OK, ouais, ça a l'air une valorisation, c'est intéressant». Et en plus, bah, les gens, ils rachètent pour ton chiffre d'affaires, ils rachètent pas que pour ton nom, ils ont un portefeuille qui a une valeur, il y a quelque chose, quoi. Et puis tu packages avec des locaux que tu pourras toujours revendre aux repreneurs et tout. Donc on était rentré dans cette logique-là, ouais, de se dire, moi je m'étais dit: «Il faut que je valorise», et surtout j'avais vraiment en tête le fait de me dire: «Je me vois pas à 60 balais faire des audits SEO, quoi». Là, Mmh. j'avais vraiment Ouais, cette c'est clair. obsession Ouais, de ouais, me c'est dire, vrai, c'est vrai. ça me fait marrer comme truc, mais je veux pas être obligé de faire quelque chose à 60 balais pour vivre, OK, pour venir bosser, on s'arrêtera jamais de bosser, mais je le voyais qu'avec une équipe, quoi. Alors, on approche de l'heure d'enregistrement. Je vais te poser quelques questions pour terminer, l'interview. Déjà, qu'est-ce que tu referais exactement de la même manière? Oh, l'acquisition par le canal, réseau professionnel. OK, ouais, indispensable. Ouais, bah, alors indispensable. Moi, je l'ai fait parce que j'avais la bonne personnalité pour, Mmh. et ainsi de suite. Je veux dire, tu prends un introverti comme toi, est-ce que ça aurait été le bon canal? J'en sais rien. Toi, tu aurais Ouais. peut-être préféré un canal de scrapping d'emails et d'envoyer des mails, Pour le coup, tu vois, moi, c'est quelque chose qui me correspond pas du tout, effectivement, les réseaux professionnels à la base. Néanmoins, c'est l'une des choses qui m'a le plus apporté, et donc tu vois, c'est pour ça que je te rejoins dans ton conseil, c'est de faire du réseau professionnel, malgré tout, mais c'est juste que ça m'a pris plus de temps. Tu sais, j'ai fait du réseautage, alors réseau professionnel, j'en ai fait pendant, métier, j'en ai fait pendant 4-5 ans avant de voir les premiers résultats. J'allais aux événements SEO et cetera, pendant quelques années, et j'ai pu, commencer à me faire connaître comme ça, en partageant, en donnant. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Tu vas donner des conseils, donner des tips, comment ça marche, comment faire de l'édition de site, comment gagner de l'argent en ligne, tout ça, j'adore partager, et c'est comme ça que ça m'a fait connaître, et j'ai commencé à faire ça. Et puis, bah, concernant Lise Garden, mes premiers chiffres d'affaires viennent de mon réseau, puisque j'ai un Twitter où les gens me suivent,
et c'est comme ça que j'ai pu mettre en avant ce produit et j'ai fait mes premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires comme ça. En tout cas via Li avec, Linksgarden. Même pour quelqu'un d'introverti, ça peut marcher, ça prend juste plus de temps. Faut peut-être faire un peu plus d'efforts, mais là où ce qui m'a sauvé, c'est vraiment d'aimer de partager, quoi. C'est vraiment le fait de donner des astuces, des trucs et des tips et puis au final, les gens, ils appliquent pas. En fait, en plus, tu vois, tu peux avoir peur en disant: «Ouais, il va venir», mais pas du tout, je peux tu peux parler à 100 personnes, il y a 2 qui vont mettre en place. Par Ah contre, les complètement, 2 mais qui mettent en c'est place, souvent, ce sont des très, très bons et qui vont te courir après et qui vont parfois te dépasser. Ça, j'en ai connu. ouais, Donc ça, ouais, c'est ouais, bien, c'est mais bien. oui, oui, ça te challenge, mais je veux dire après quand tu vas dans des réseaux pros qui sont pas sectoriels ou thématiques, moi j'ai jamais croisé une seule agence SEO, localement, tu vois? Je voyais que des entrepreneurs que des entreprises qui avaient besoin de SEO et qui me contactaient pour ça, quoi. Alors, pour finir, c'est quoi ta prochaine étape alors? Est-ce que c'est, le format te convient, tu vois, aujourd'hui ou est-ce que tu vas aller encore plus loin? Alors je veux aller encore plus loin, ça c'est clair et Donc net. passer de 10 à 100? Passer de 10 à 100, ouais, complètement, mais au format groupe. C'est-à-dire, on regroupe plusieurs marques et on maximise les compétences de chacun sur l'ensemble des marques, tu vois? Et on crée une énorme équipe solide avec de l'hyper compétence. Tu vois, là, on est en train de recruter, par exemple, un caméraman, monteur et slash media maker, slash tout un tas de Mmh. trucs. Tu vois, le mouton à 5 pattes, je sais pas si on le trouvera, mais l'idée, c'est qu'il accompagne sur toutes les marques. Quand c'est du SEO Summit, on fait du SEO Summit. Quand c'est de l'agence, on fait de l'agence. Quand c'est du SEO.fr, on fait du SEO.fr. Quand c'est du netlinking, on fait du netlinking. Et de se dire, bah voilà, en fait, quand on a trouvé le bon ou la personne avec qui ça matche bien sur les compétences, sur le fit surtout, eh bien, il bosse, il déroule sur l'ensemble. Quand tu as trouvé un commercial ou une téléprospectrice qui a le feeling, qui a le talent, en fait, elle peut c'est pas qu'elle peut te vendre n'importe quoi, mais du moment que ton offre tient la route et que tu l'as bien travaillé, et que tu lui présentes le truc, bah, en fait, elle sait faire le truc, tu vois? Elle sait et puis à un moment, les gens, ils savent ce qu'ils attendent, ils savent commenter. Donc en fait, c'est hyper compliqué de monter une équipe, qui s'entend bien, qui match et tout. Donc une Mmh. fois que tu as l'équipe, bah, moi, je me dis: «OK, tu as l'équipe, tu es quasiment inarrêtable, Mmh. déployons sur le max de marques, quoi». OK, très bon conseil, merci. Alors déjà, est-ce que tu as des ressources, recommandées pour les auditeurs, donc podcasts, livres, outils? Est-ce que tu as des choses à recommander? Alors moi, j'ai plein de gens à recommander parce que j'achète beaucoup de formations, beaucoup trop et d'accompagnement. Je vais jusqu'au bout, je les fais toutes, donc ce qu'un j'achète pas pour acheter, hein, mais Mmh. moi j'écoute quand même beaucoup Oussama Ammar, Mmh. Co. Quand c'est un Sans peu trop permission, notamment, avec, sans Yemi Alzen. permission, ouais, complètement. Tu as parlé Quand de c'est un Guillaume peu trop Loubèche tout à l'heure. Guillaume Maubèche, ouais. Quand c'est un peu trop farfelu dans ce que ça dit, je me dis qu'en fait, c'est du divertissement entrepreneurial. Mais je j'écoute pas tout au pied de la lettre et j'y crois pas au pied de la lettre, hein. C'est Mmh. les concepts globaux qui m'intéressent. Vous avez d'ailleurs les coups d'état d'Oussama, qui datent de 2014 à 2016, qui sont dispo sur YouTube. Ils ont été mis en ligne. C'est des pépites, ils sont encore tout à fait vrais. Un peu toute la clique, tu sais, autour d'Enzo Honoré, autour de, Hakim, le mec avec des kebabs et tout, qui passe Oui, aussi oui, oui, avec, bien sûr, ouais. voilà, qui lui a un Un autre sens du man, je crois. Mmh. exactement, qui a un sens du boulot qui est assez incroyable. Margot Klein aussi, genre j'ai quand même quelques personnes, tu vois, que j'écoute, Enzo Colucci sur de la prospection cold, qui est assez extraordinaire, Ruben sur de la vente, LinkedIn. Il y a Hugo Gédio qui est pas mal aussi, Léo, sur de la vente LinkedIn. Genre, j'ai quand même pas mal de canaux où j'ai Mmh, vu mmh. qu'il y avait besoin de creuser là-dedans. Charles Barras sur la partie copywriting, qui m'a clairement, changé complètement ma logique de la page de vente et de vente à l'écrit. J'ai plus du tout la même approche et c'est un truc de fou. Laurine Bremer récemment, tu vois, sur du LinkedIn pour creuser un peu plus le canal. Donc tu J'essaye conseilles d'en faire vraiment plus. de se faire coacher, de suivre, des formations? Alors moi sur le coaching, ouais, je me suis fait coacher par Mehmet. C'est Mehmet Goul, vous le trouvez sur LinkedIn, sur, YouTube, sur la partie entrepreneuriale. Entrepreneur, comment tu es un meilleur entrepreneur, en fait, comment tu vas plus loin, comment tu fais du chiffre. Genre ça m'a vraiment, pas retourné le cerveau, tu vois? Mais ça m'a vraiment montré Mmh, en fait, le vrai problème, c'est que tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs et tu as l'impression de savoir. Donc tu mmh. écoutes du Oussama Hamar et tu te dis: «Ouais, c'est du mytho, c'est pas possible, c'est machin», parce qu'en fait, tu as jamais été à ce niveau-là. Bon, je parle en Oui, chiffre oui. d'affaires. Mmh. Ouais, Et en ouais, fait, ouais. tu t'aperçois moi, je m'aperçois quand je parle des fois à des gens, ils me disent: «Tu es un gros mytho, c'est impossible, c'est faux. Ce que tu dis est faux, tu es un gros mytho». OK, bah, très bien. Bah, comment, j'ai pas à te le prouver, je m'en fous. Lis pas mon post LinkedIn, ne m'écoute pas, ferme le podcast et va voir ailleurs. Je vais pas te prouver que ce que je dis est vrai, tu Mmh. vois? Et donc l'intérêt d'avoir un coach qui bosse avec des équipes et qui sait où ça va, c'est qu'en fait, il va vraiment te dire comment ça se passe à côté. Il va Ouais. vraiment te dire, les vrais chiffres, les vrais trucs parce que c'est facile de regarder un tel il pub, il a mis tant en pub, bah, si je fais pareil avec le même type de page de vente et de pub, c'est bon, je vais vendre. Untel, il a des Mmh. phoneuses, si je fais de la prospection téléphonique de la même manière, c'est bon, je vais vendre. En fait, c'est complètement faux comme raisonnement parce que déjà, il y a une loi entrepreneuriale qui dit que si 2 personnes ont exactement la même stratégie et l'appliquent de la même manière, tu as pas le même résultat, tu vois? C'est vrai. Parce que
humainement, si je vais dans un réseau, je repars pas avec les mêmes compétences et connaissances que toi parce qu'on a 2 Ouais. manières complètement différentes de faire. Et même le time to market, en fait, tu peux faire la même méthode, la même technique avec les mêmes enfin, tout pareil d'une année sur une autre année, c'est plus du tout pareil, tu vois? Moi, dans mon business, les gens qui ont lancé, 3 ans avant moi, ils font peut-être 2 fois plus de CA parce qu'ils se sont lancés avant moi, c'est comme ça. Et pourtant, nous fait 3 fois plus d'efforts de communication qu'eux ne font pas. Et des mecs qui sont lancés dans le netlinking en 2010 sont plus parmi nous. Pourtant, ils avaient compris tout, tu vois? Le cocon sémantique, il marche pas si tu as pas Panda Pingouin et qu'il sort pas pile poil à ce moment-là, Ouais, tu ouais, vois? le Laurent le time Borelli, to elle sera un market consultant incroyable. SEO lambda, en fait. Et ça sur plein de trucs, sur plein de gens, et c'est comme ça, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Donc en fait, je dirais, ouais, le coaching te fait dépasser des étapes. Alors tu as des gens qui y croient pas du tout, je cherche pas à vous convaincre sur le coaching, ça marche ou pas. Non, c'est Ça important, c'est important. ça dépend de Ça votre permet de prendre du personnalité. recul, Ouais. ça permet de pas être la tête dans le guidon, d'avoir des gens qui analysent un peu tout ça parce que sinon tu te s et puis quand tu es entrepreneur, là, tu as la chance d'avoir un associé. Mais quand tu es tout seul, tes choix, en fait, tu es jamais sûr de Alors il y a 2 certitude. trucs, je pense que sans associé, j'aurais clairement lâché l'affaire depuis très longtemps. OK. Donc moi, j'ai trouvé mon modèle, c'est d'être associé. C'est mon modèle, je me vois pas tout seul, là, Ouais. je Ouais, ouais. j'ai compris comment je fonctionne, Mmh. j'ai besoin d'être associé sur des trucs et ça Mmh. marche très bien comme ça. Et la deuxième chose, c'est que, tu vois, j'aurais pas été coaché, bon, Mehmet, il connaît beaucoup les réseaux, il intervient beaucoup sur des infopreneurs et tout. Je pense que j'aurais lâché l'affaire des réseaux, des vidéos et tout avec, les conneries Twitter, les commentaires Mmh. LinkedIn et tout. Je pense que j'aurais tout envoyé bouler et que j'aurais arrêté. Après la réalité, c'est que plus ça parle, plus ça buzz et mieux c'est pour toi. Il y a pas de mauvaise pub, hein. Il y a pas de mauvaise pub, mais le poids intellectuel, le poids mental, hein, est Mmh. énorme de devoir gérer des Ouais. gens à qui tu as pas envie de parler en réalité Oui, 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 tu et as qui parfois parfois tu as envie tu tout le temps d'écouter ce qu'ils répondre. racontent. Ouais. Voilà. Ouais. Et en fait, tu ne peux pas ne pas répondre, tu peux pas laisser Mmh. faire de la diffamation publique, tu peux pas faire de l'atteinte à tes marques publiques, mais tu Mmh. as des gens qui se croient quand même en Albanie, sur Twitter, sur machin et qui le font Mmh. et je pense que si j'avais pas eu ce en fait, ce qui m'a motivé, c'est qu'on m'a montré les plus gros ou ceux qui faisaient plus de chiffres, ce qu'ils avaient à gérer Ouais. comme haine à la journée. Ouais, ouais. Et Mmh, en fait, mmh, je me mmh. suis dit: «OK, j'ai un niveau de haine quand je l'aurai, je sais que j'aurai réussi, j'aurai le chiffre en face». Donc si tu veux, j'ai vu le truc à l'inverse en me disant: «Là, j'ai pas assez de haine, je fais pas assez de chiffres, il faut encore que je rajoute un peu de haine pour monter en chiffres». Ton nombre de haters est proportionnel à ton chiffre d'affaires. C'est à peu près ça. Bon, merci beaucoup Elliot. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Et ben, merci Jackie. Bah, déjà, vous pouvez me retrouver au SEO Summit le 14 octobre. Vous avez le site seosummit.fr avec toutes les 2025, hein, infos. je précise. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur LinkedIn principalement. J'ai une newsletter aussi qui s'appelle l'écosystème SEO. Si vous allez sur mes 2 profils, vous allez retrouver les liens, facilement. Vous pouvez m'envoyer un MP, genre vous avez tous les liens sur ces 2 plateformes. Je suis un peu moins actif sur Twitter, mais j'y suis quand même. YouTube, j'ai pas mal de podcasts, je fais un live tous les jeudis avec des invités, un peu comme ce que tu fais là. Nous, c'est plus orienté tech et SEO, mais c'est intéressant. Et puis j'interviens sur pas mal de vidéos. Merci beaucoup Elliot et puis, bah, on se dit à bientôt. Salut Jackie, à très Salut. bientôt et merci pour l'invite en tout cas.